Voilà, donc Magali, quand on s'est eu, m'a demandé de partager voilà, sur le sens et sur la résilience. Alors, la résilience, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé évidemment pour cette conférence. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Ce matin, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'il y a eu pas mal de questions, etc. Et bien, on verra en fonction voilà, de ce qui advient dans cette conférence. Mais on va surtout parler du sens. Alors, d'abord, moi, je voudrais me présenter. Donc, moi, je suis donc Guillaume de Montgolfier. Je suis coach professionnel, certifié coach and team, par le biais de l'école de formation, de ce parcours inventé par Vincent Lénart. L'école s'appelle Didascalis, elle est basée à Grenoble. Et moi-même, je suis basé à Grenoble. Mes bureaux sont juste à côté de la gare. Voilà, ce que vous voyez en arrière-fond de l'écran, enfin de la vignette, c'est mon bureau. Voilà, moi, ce qui vraiment me passionne depuis toujours, c'est la dignité et la joie des personnes au travail. Vraiment, c'est ça, c'est au service de ça que j'essaye d'œuvrer, voilà, très humblement, mais c'est vraiment ce qui me passionne et ce qui me tire dans la vie professionnelle. Alors, pour ça, vous voyez, je suis spécialiste de la posture professionnelle, à la fois individuelle et collective. Hein. La posture, c'est au fond un mélange de positionnement et d'allure, vous voyez. Et puis, au fond, moi, j'appelle ça, j'aime bien dire, c'est la manière dont j'habite un costume. Vous voyez, le costume qui m'est demandé d'habiter à l'instant T. Parce que quand je suis dans une association, j'ai telle posture. Quand je suis au boulot, j'ai telle posture. Quand je suis à la maison, j'ai telle posture, etc. Et parfois, mon costume, il n'est pas toujours ajusté, il n'est pas toujours bien, je ne suis pas complètement à l'aise, je ne suis pas bien heureux. Et donc, je ne déploie pas toutes les capacités que voilà, je suis en capacité de déployer. Voilà. Et donc, je me définis parfois comme un passeur de lumière, vous voyez, pour les princes, les princesses. C'est-à-dire que nous sommes tous, hein, quand nous naissons, nous sommes tous comme un petit prince, en fait, qui a toutes les potentialités dans la vie. Vous voyez. Parfois, ben, la vie nous a un peu orientés vers ceci, vers cela, etc. Et parfois, il nous manque de la lumière. Alors moi, j'essaye d'aider les personnes ou d'aider les collectifs, les équipes, à retrouver de la lumière, mais c'est elles qui le trouvent, en fait. Hein. C'est pas moi qui leur donne. Je suis pas une lumière. Hein, voilà. Voilà. Donc, et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je suis membre depuis le mois de mars d'un collectif qui s'est créé, qui s'appelle accompagnementsolidaire.com et dont la vocation est de rassembler des coachs professionnels comme moi qui mettent leurs compétences au service de ceux qui sont très fragilisés ou ceux qui sont en grande difficulté. Donc, je vous le dis parce que si vous connaissez des restaurateurs, des artisans, des commerçants, des gens dans une PME, des start-upers, etc., qui sont un peu déboussolés, qui disent mais comment je vais faire, etc., en particulier dans la crise qu'on vit actuellement. Bah, nous, on n'est pas des spécialistes de la finance, etc., mais on peut aider les personnes à se positionner, à voir comment est-ce qu'ils peuvent vivre ce qu'ils ont à vivre. Vous voyez, en quelques séances, les aider à reprendre pied, re-regarder les choses autrement et en fait retrouver du sens dans ce qu'ils vivent. Et on est bien là au cœur en plus de la thématique de notre conférence. Voilà. Alors je vous propose de démarrer peut-être avec une question qui est: qu'est-ce que ce thème de manager par le sens vous inspire? L'engagement et toujours l'épanouissement au cœur. Très bien. Voilà, alors je vous propose qu'on arrête là, mais je vois qu'effectivement, vous avez beaucoup de mots qui sont des mots très positifs autour de ça. Voilà, je vais arrêter le partage de mon écran. Merci pour ce partage. Vous voyez, c'est intéressant de voir ce qui émerge à travers ce thème. Très bien. Alors d'abord, en quelques mots, voilà ce que je vais vous partager. Je vais vous parler de mes racines anthropologiques, parce que il est important, quand on parle du sens en particulier, de dire d'où l'on parle. Oui, parce que la compréhension du mot sens, elle peut être très variée, elle peut s'enraciner dans des philosophies très différentes, et ces philosophies, elles peuvent être voilà, de nature très... Donc c'est important que vous sachiez d'où je parle moi, en fait. Voilà. Donc, parce que toutes les philosophies, me semble-t-il, sont intéressantes à regarder, et donc c'est intéressant de savoir dans quoi tu t'enracines toi. Quoi, en fait, hein. Donc je vais vous partager ça en quelques mots. Ensuite, je vous proposerai de regarder quelques fondamentaux du sens.
On s'arrêtera d'ailleurs après ça, on aura un petit temps de partage en binôme ou en trinôme. Et puis ensuite, on passera sur le sens et le management, hein, la question du sens dans le management. Et comment est-ce qu'on peut faire, peut-être un peu concrètement, enfin, quelques idées un peu plus concrètes, parce que les fondamentaux seront un peu plus théoriques. Vous voyez. Enfin, je vais essayer de le rendre le plus possible pas trop théorique. C'est mon challenge, quoi. Voilà. Et puis, ensuite, quand on aura fait ça, on prendra aussi un peu de temps pour discuter. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on partagera aussi autour de la question de la résilience. Voilà. Ça va? C'est OK pour vous? Très bien. Donc, Séverine, si vous pouvez regarder la conversation, hein, régulièrement, parce que moi, je Très ne la vois vigilant. pas apparaître, hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voulais vous partager de mes racines anthropologiques, c'est-à-dire en fait d'où je parle, hein, de quoi je parle. Alors, mes ancrages philosophiques à moi, je ne suis pas philosophe, hein, je suis coach, un ancien consultant, un ancien formateur, un ancien DRH, un ancien de vendeur, etc. Mais voilà, je m'intéresse un petit peu à certains points philosophiques. D'ailleurs, ça m'arrive souvent de parler d'empowerment. Alors, empowerment, c'est un gros mot, hein, parce que c'est un mot pour dire comment on fait pour donner du pouvoir aux gens. En fait, hein. Ce qu'on a pu traduire en français par la responsabilisation, mais ce n'est pas tout à fait la même chose exactement. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, les finesses de ça, mais c'est un peu la même logique. Mais parfois, on parle de management, on va parler de leadership, là, on parle de sens, on va parler de résilience, etc. Alors, moi, vous voyez, mes racines pour parler de tout ça, c'est en fait l'humanisme chrétien. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair, vous le saurez. Et cet humanisme chrétien, dans quoi il s'enracine? D'abord, la philosophie des Grecs et de la scolastique, hein, d'abord. Et ensuite, je m'intéresse un peu, alors c'est compliqué à lire, mais enfin voilà, à Heidegger et la phénoménologie, hein, sur cette question de l'être, en fait, hein, sur cette question de la phénoménologie, en fait, normalement, regarde ce qui apparaît, hein, les phénomènes qui apparaissent. Eh bien, Heidegger a eu une pensée qui a révolutionné, en fait, hein, la philosophie, parce qu'au fond, il a dit qu'il y a quelque chose qui est l'être, qui advient, qui se voit là, mais qui finalement est toujours en train d'être, en train d'exister. Vous voyez, comme lorsque les Anglais utilisent le mot being, vous voyez, le ing qui dit que c'est en train d'être arrivé. Donc, il y a aussi l'herméneutique, notamment avec Paul Ricoeur. Alors, l'herméneutique, c'est un gros mot là aussi. C'est un des courants de la philosophie, vous voyez, qui s'intéresse à la question de l'interprétation. C'est-à-dire qu'au fond, ce que nous faisons est toujours en train d'être dans une logique interprétative. Alors c'est un courant qui a été beaucoup utilisé dans les courants philosophie, notamment chrétiens, etc. Parce que finalement, quand quelqu'un qui est religieux va lire un document, un texte fondateur comme la Bible, par exemple, ça pourrait être pareil pour le Coran, hein, bien sûr, mais eh bien, la question qui se pose, c'est quand je le lis, je suis obligé de l'interpréter avec mon contexte. Voyez. Et qu'est-ce que je suis en train de faire quand je suis en train de faire ça? C'est ça la question de Paul Ricoeur. De dire, au fond, c'est quoi la science de l'interprétation? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, pour Paul Ricoeur, en fait, nous sommes en train d'être, nous sommes des êtres interprétants. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, c'est pour ça qu'il y a. Alors après, il y a Lévinas aussi, avec toute la philosophie du visage. Hein. Lévinas, il dit finalement, il y a quelque chose qui échappe en fait en permanence au pouvoir que je peux mettre, hein, sur l'autre, c'est le visage. Le visage m'échappe. C'est une dimension qui est au-delà de moi. Hein, voilà. Et donc, lui-même est enraciné dans la tradition phénoménologique au départ, et puis après, il a construit sa philosophie. Il y a tout ce qui est le constructivisme, c'est-à-dire le constructivisme, c'est en fait, nous sommes toujours en train de nous construire. Vous voyez, nous sommes en permanence, nous ne sommes pas qu'un donné qui est là. Nous sommes tout le temps, et à chaque instant, nous avons la liberté de nous construire et de faire des choix. En fait, hein. Et puis, il y a la logothérapie, je vous en parlerai tout à l'heure un tout petit peu, la logothérapie de Frankl, de Viktor Frankl. Et puis enfin, il y a la Gestalt. La Gestalt, c'est, voilà, je vais en parler dans quelques minutes. Voilà. Alors pour moi, si vous voulez, qu'est-ce que l'homme? Et donc, vous voyez, c'est à partir de ça, hein, que je vous dis qu'est-ce que l'homme, etc.
Alors, l'homme, pour moi, est d'abord un être de temps. C'est pas quelque chose d'évident, ça. Le temps, alors j'interviens, je ne vous ai pas dit alors, mais j'interviens autant dans les collectivités que dans le privé. Et souvent, on parle du temps, c'est de l'argent. Vous voyez, voilà, on dit c'est le temps, c'est de l'argent. Voilà. Le temps, c'est une ressource. Et en fait, il ne faut pas aller très loin pour se souvenir que notre être profond se déploie dans le temps. Vous voyez. À chaque instant, nos cellules se développe, meurt, se remplace, etc. Vous voyez. Et tout le vivant est dans la même chose, en fait, dans la même logique. Et donc l'homme est un être de temps. Et donc, quand je fais violence au temps, je fais violence à la personne, je fais violence à l'humanité. Donc c'est quelque chose qui est très important, ça. De prendre le temps. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, je ne dois plus mettre aucune règle de temps, de quand est-ce qu'on doit arriver, de délai pour rendre les choses. Mais en revanche, toute la question est de dire comment je vais être attaché à donner des temps qui sont des temps collectifs, des temps individuels, qui permettront de respecter les temps personnels, les temps dans lesquels l'être humain va se déployer. Ça va être quelque chose de très important. Voilà, alors, donc, l'homme est d'abord un être de temps, fabriqué de temps. C'est Kant qui aussi beaucoup parlait du temps, de l'espace, comme constitutif de l'être humain. Voilà. Et puis Heidegger, lui, son grand bouquin, c'est Être et temps. C'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Alors, après, pour moi, l'homme, si vous voulez, est un être de relation. Et c'est vraiment un être qui se construit et qui est dans la relation. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous avez des philosophies qui s'emparent de la mécanique quantique, etc., pour dire qu'au-delà de la mécanique quantique, on voit que tout n'est que onde et relation, et que donc nous serions bien, ça explique bien la raison pour laquelle nous serions en relation. Vous voyez, nous sommes tout le temps en relation. Et là-dedans, il y a deux points qui sont clés. C'est que l'homme est un être de liberté, et un être de responsabilité. C'est un être responsable. Il est en capacité de répondre de sa vie, de répondre de des choses. Et donc, c'est quelque chose d'assez infini, quoi. Enfin, si je puis dire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, en fait. Ça. Parce qu'il y a il y a certaines philosophies, alors c'est pas la mienne, mais il y a certaines philosophies qui disent mais que l'être humain, c'est un peu comme un animal, etc. Donc, il faut lui donner des cadres, il faut l'enfermer, il faut le donner, il faut le fouetter, etc. Puis il bossera très vite. C'est pas complètement faux. Quand on fouette les gens, ils avancent, mais ça avance pas très longtemps. Enfin, selon moi. Et puis, c'est pas très respectueux de la nature humaine, en tout cas, telle que je me la représente. Vous voyez, voilà. Alors, ensuite, l'homme est un être d'unité. L'homme est, quand il y a fragmentation en nous, à ce moment-là, il y a souffrance et il y a quelque chose qui devient non humain. Et donc l'homme cherche cette unité intérieure. Oui. Et puis, c'est un être de sens. Voilà. Et on vient là au thème de notre sujet, mais l'homme est un être de sens. Je vais y revenir juste après, mais est un être qui se construit dans le sens. Il ne sait pas faire autrement que de regarder le réel et de lui chercher du sens. C'est très compliqué. Quitte à dire il y a là non-sens, mais dire qu'il y a non quelque chose, c'est déjà se positionner par rapport à quelque chose. Donc, voilà. Et les quatre derniers points, c'est qu'il me semble, enfin, pas une somme, c'est ma croyance, mais je partage là mes fondamentaux. C'est l'homme est un être de désir, c'est-à-dire qu'il est toujours en train d'aspirer. Il est dans une aspiration à autre chose. Quand on parlera tout à l'heure de vision, tout ça, c'est là-dessus que ça repose. Si on ne croit pas que l'homme est un être de désir qui est capable d'aller dans un au-delà de lui-même, alors ça ne sert à rien de travailler sur des visions. Il est un être de création et de production. Il a besoin d'être. Il se crée aussi dans le fait de faire. Enfin, il est dans le fait de créer, dans le fait de produire, dans le fait de. Un être de besoin. Il a des besoins de reconnaissance, des besoins, etc. Qui font qu'il n'est pas tout seul dans une puissance et dans une toute-puissance. Et puis, c'est un être de ressources. C'est-à-dire que c'est fait le pendant, c'est pour ça que c'est du même côté du slide, ça fait le pendant de la responsabilité, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des ressources incroyables. Tout à l'heure, quand on parlera de Viktor Frankl, on y reviendra.
Vous verrez pourquoi d'ailleurs ressources, sens et responsabilité sont dans du même côté là, du pavé de ce slide. Voilà, j'en ai fini là pour vous dire, mais pour moi c'était important de vous dire d'où je parle moi et d'où je pars. Et qu'on soit bien clair, ça ne dit pas du tout que je vous impose ça ou que je vous demande de respecter ça, du tout. Moi je vous dis juste, voilà mon enracinement. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors maintenant, le sens, quelques fondamentaux. Vous voyez, évidemment, quand je dis des fondamentaux, c'est à partir de ça, hein, que vous sachiez comme ça d'où je parle, que ce soit clair. Alors, le premier fondamental, j'ai envie de vous dire, vous pouvez écrire dans le chat et Séverine me donnera les réponses. Vous regardez vous regardez l'image là et vous me dites, qu'est-ce que vous voyez? Spontanément, allez-y, hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez cette image et vous pouvez répondre. Alors, un cube, des directions, moi je dirais des flèches, un flocon de neige, des flèches, cube, un hexagone blanc, un chemin, des directions, des gommettes, puis un cube, des flocons, un flocon, des ronds, que vous avez d'autres idées? Voilà, on peut s'arrêter là, hein, mais voilà. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que vous dites, bon, on voit un flocon, on voit un chemin, on voit des directions, on voit des flèches, on voit des... En fait, ça regarde bien. Tout ça, c'est des interprétations, en fait. Mais bon, il y a des ronds qui sont traversés de machins blancs, quoi. Enfin, oui, j'exagère un peu, oui, en disant ça. Mais au fond, on voit bien que notre cerveau est toujours en train de chercher du sens. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on voit un cube. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « je vois un cube hein ». Et c'est normal de voir un cube. Mais, alors, pourquoi ça? Parce que ça fait référence à la théorie de la Gestalt. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gestalt? La Gestalt, en allemand, la Gestalt, ça veut dire forme. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le gestaltisme, la gestalthérapie, la gestalt philosophie, etc., c'est la théorie de la forme. Guillaume, je vous interromps. Magali me dit qu'on n'entend pas bien la fin de vos phrases. Ah, je vais essayer de me rapprocher pour entendre mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. 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 Bon. Si vous gardez le micro en face de votre bouche, oui, c'est mieux. D'accord, en fait, c'est ça. Comme je ne sais pas où est-ce qu'il est sur mon PC, je vais essayer de parler bien à l'écran. C'est vrai que parfois, quand je parle, je lève la tête ou les yeux, et donc je vais essayer de plus me concentrer sur... voilà. Très bien. Désolé. Merci Magali. Alors, la théorie de la Gestalt, c'est une théorie qui a été fondée au début du XXe siècle et pour laquelle les processus de perception, les processus de représentation mentale traitent des phénomènes. Hein, il y a eu beaucoup de courants autour de la phénoménologie, etc., après Husserl, après même... après Hegel, voilà, hein. Il y a eu beaucoup de théories, etc., qui ont essayé de regarder les phénomènes. Et la Gestalt a dit, mais au fond, les phénomènes apparaissent comme des formes globales plutôt que l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples. Et notre cerveau va facilement aller du côté de la recherche des formes qui vont donner une forme globale. C'est pour ça que, par exemple, en Gestalt thérapie, par exemple, quand j'arrive avec une problématique, j'ai une problématique relationnelle avec quelqu'un dans ma famille, avec un conjoint, avec un collègue, etc., eh bien, par le questionnement, petit à petit, on verra comment, à un moment donné, cela prend forme. Voyez, et cela prendra peut-être forme dans quelque chose même de plus global. Voilà. Et donc, cette théorie, elle est fondée sur un certain nombre de lois. Alors, par exemple, il y a la loi de la bonne forme. C'est-à-dire, si je vous montre quelque chose, une pipe, en vous disant que c'est une machine à laver, il va y avoir un décalage dans votre esprit. Ce n'est pas possible d'avoir une machine à laver qui a la forme d'une pipe. Il faudra du temps pour petit à petit reconstruire la forme à l'intérieur de vous en disant si, tiens, c'est une machine à laver parce qu'elle est comme ci, comme ça. Là, par exemple, quand vous voyez un cube sur cette image, c'est que c'est la fonction, c'est la loi de continuité qui se met en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ronds qui sont traversés par des bandes blanches. Ces bandes blanches sont les unes en face des autres et votre cerveau va aller regarder, va relier ces bandes blanches les unes aux autres. Il va y avoir une continuité et tout d'un coup, il va apparaître une forme qui va faire la forme d'un cube.
Voilà. Donc, il y a il y a la loi de la proximité, la similarité. Donc, ici, des choses se ressemblent. Alors, a priori, on va les globaliser dans notre cerveau. Vous voyez. On va les mettre comme si elles étaient identiques. Voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre que, en tout cas pour la Gestalt, bien sûr, hein, eh bien, notre cerveau est en permanence en train de regarder les choses d'un point de vue global. Ça, c'est un premier point que je voulais vous dire en termes de fondamental. Ce qui veut dire que nous avons besoin, vous voyez, à un moment donné, d'avoir une forme globale en tête de quelque chose. Après, en fonction des types de personnalités, ce besoin est plus ou moins marqué, hein, mais c'est quand même un besoin assez profond. Alors, oui, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sens, il est à la fois donné, c'est-à-dire que il nous vient de l'extérieur, mais aussi nous sommes en permanence en train de le construire. Ça, c'est aussi un point qui est important. Alors, autre point, avant de dire autre point, oui, j'ai retrouvé sur Internet une photo comme ça. Je cherchais un peu des images qui pourraient illustrer cette conférence. Et puis, je suis tombé sur cette photo qui visiblement a fait couler beaucoup d'encre avec des gens qui disaient c'est le Christ qui apparaît, c'est un homme en feu, etc. Enfin bon, voilà. Bon, en gros, il y a des nuages qui laissent transparaître le soleil et puis ça a une forme, quoi. Bon. Mais très vite, on va rentrer dans on peut en tout cas rentrer dans une logique interprétative de ce que l'on voit. Voilà. Alors, je continue pour vous dire que, pour vous parler de l'échelle qu'on appelle l'échelle d'inférence, pour aller un petit cran plus loin sur ce que je viens de vous présenter sur la Gestalt et ses conséquences dans notre vie quotidienne. Chris Argyris est un psychosociologue américain, a travaillé sur plein de sujets, et qui notamment a mis au jour cette échelle que je vais vous montrer. Cette échelle, elle est quoi? Elle est de dire, regardez, alors on part par le bas de l'échelle, hein, on démarre par le bas de l'échelle. Nous faisons des expériences et nous avons des données, des datas qui nous arrivent, voilà, de ce qu'on observe par nos oreilles, par nos cinq sens, par tout ça. Notre cerveau n'est pas capable de tout capter en même temps. Donc, on fait des tris. Je trie les données que j'observe et très vite, je vais donner du sens en raison de ce que je viens de vous exposer. Je vais créer du sens culturel et personnel. Culturel, ça veut dire que finalement, sur une même chose qui apparaît en Europe ou en Asie, il y aura des interprétations qui pourront différer. Et puis après, en fonction de moi, de mon environnement, de là d'où je suis né, etc. Et ce sens va me donner, me faire arriver à des suppositions. Par exemple, il s'avère que ça fait 3 fois que dans ma scolarité, j'ai eu des profs de maths qui étaient rousses. À un moment donné, je vais commencer à faire des suppositions. C'est surtout les personnes rousses qui aiment les maths. Voilà. Et donc, je vais tirer des conclusions. Voilà. C'est les personnes rousses qui... Et donc, je vais adopter des croyances sur le monde. Et ces croyances, eh bien, vont me conduire à me comporter. Donc, quand je verrai une personne rousse, je vais dire, ah ben, je devine que vous êtes très intéressé par les maths, vous. La personne va me regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ça vient, enfin voilà. Le seul point, c'est que ce qui va se passer, c'est que pour garder mon unité, dont je vous parlais, eh bien, je vais éliminer les éléments qui pourraient aller contre mes croyances et contre ma stabilité et mon identité, et je vais garder uniquement les éléments qui viennent me confirmer. Si, évidemment, je ne suis pas suffisamment conscient de cette échelle. Dès qu'on est conscient, on commence à prendre une certaine distance. Donc, pour faire simple, je vis des expériences, je crée, parce que j'ai besoin de sens, en fait, je valide des croyances. Ces croyances, elles vont me faire agir et me donner des éléments sur mes projets, et elles vont exercer un filtre sur mes prochaines observations. Et évidemment, sur la manière dont je vais donner du sens à mes expériences. Alors ça, c'est important, vous voyez, parce que quand on parle du sens, le sens, il n'est pas forcément le même pour tous. Vous voyez.
Et parce que pour chacun d'entre nous, il va être croisé par nos filtres. D'où l'importance de pouvoir essayer, si on veut être, je commence à faire un lien avec le management, pouvoir essayer de croiser et de comprendre quels sont les filtres des uns et des autres, sans chercher à les accuser, mais en les écoutant, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de vrai qui se dit dans un filtre. Voilà. Et donc, c'est important de bien voir que le sens, il n'est pas forcément unique. Et donc, il doit se travailler et se co-construire. Alors, je continue et je vais faire par un petit exercice. Je vais vous demander de manière très spontanée, vous allez réagir le plus vite possible, vous voyez, dans la conversation. Je vais faire apparaître, en dessous là, du petit texte qui est là, je vais faire apparaître, vous allez voir une petite image qui est très basique, hein, voilà, dans lequel il y a le soleil d'un côté avec une fenêtre, et sur le mur de gauche, il y a une ombre, et au milieu, il y a une espèce de fil qui pend. Et vous allez me dire ce qu'il faut accrocher au fil pour que l'ombre puisse être, qu'on voit bien l'ombre telle qu'elle apparaît. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut accrocher au fil spontanément. Donc, armez-vous dans la conversation pour répondre à cette question. Hop. Voilà. Vous avez le soleil, vous avez l'ombre sur la gauche. Qu'est-ce qu'il faut pendre sur le fil, là, c'est-à-dire à la place du point d'interrogation? Voilà. Allez-y, répondez. Alors, On je va attendre. vois. Attendez, Séverine, on va attendre juste que chacun ait Oui. répondu, puis Ok. après, on pourra regarder. Voilà. C'est bon. Allez, on se donne encore 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi, là, ce matin, je ne voyais pas les conversations. Là, je les vois apparaître. Donc, est-ce que vous voulez nous les lire, Séverine? Oui, bien sûr. Alors, il y a un cercle, un rond, une boule chinoise, ballon, la lune, de nouveau un cercle, hein, boule, tout ce qui est rond en fait, une assiette, une sphère, un cercle plein, un lampadaire, un chapeau mexicain accroché par le bord, ma foi, et une boule en papier, un poids. Voilà. Très bien. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, il y a un peu de diversité. Parce qu'effectivement, regardez, ce qu'on peut accrocher, alors, vous avez effectivement tous vu enfin, beaucoup ont vu qu'on pouvait accrocher une boule, accrocher une sphère, après, quelle que soit la taille, etc., quelle est la forme d'un lampadaire, quelle forme, etc. Mais vous avez bien vu, ça c'est très intéressant, vous voyez, quand vous croisez vos fils, etc., on peut prendre un disque ou bien peu importe, quoi qu'il arrive, qu'il y avait la forme d'un disque. Ça peut être un chapeau mexicain accroché par un bord, effectivement. Mais vous voyez, on pourrait aussi avoir un cylindre. Voyez, on peut aussi même avoir un cône. Et si je mets un cône comme ça, en fait, si vous regardez bien, l'ombre projetée, elle sera bien ronde. Voyez, alors, ce petit exercice, c'est pas un exercice, c'est dans un livre de Viktor Frankl que je vais vous présenter tout à l'heure, juste après. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, à travers une même réalité qui nous apparaît, comme l'ombre par exemple projetée, au fond, nous pouvons regarder le pourquoi de cette réalité, c'est-à-dire aller chercher le sens dans des facteurs ou dans des zones qui sont peut-être très étonnantes pour quelqu'un d'autre. En fait. D'où l'importance de ne jamais se laisser enfermer par le sens que je donne à un instant T, et l'importance de pouvoir croiser, vous voyez, les regards et de croiser les approches sur le sens. Voilà. Donc, vous voyez, typiquement, voilà alors après, il y a aussi le chapeau mexicain, etc., et les boules en papier, tout ce que vous voulez. Avoir la boule en papier, c'est la boule. Hein. Alors, je voudrais vous parler de Viktor Frankl, parce que c'est important de parler de Viktor Frankl. Frankl, que vous voyez apparaître là à l'écran, c'est un monsieur qui est né en 1905, qui est né en 1900 et qui est mort en 1997. C'est un professeur de psychiatrie. Hein, voilà, il a conduit, il a dirigé le centre de psychiatrie et de neurologie de Vienne pendant des années. Et cela bien avant la guerre. Hein, il est né en 1905, donc il avait 37 ans pendant la guerre. Il avait déjà démarré sa carrière, etc. Il croisait d'ailleurs Sigmund Freud, enfin il a croisé, etc.
Et vous allez voir, il n'était pas tout à fait d'accord avec lui sur toute la partie de la manière dont on pouvait guérir les malades. Et pourquoi? Eh bien, pendant la guerre, il a été déporté 2 fois. D'abord dans le camp de Theresienstadt et ensuite dans le camp d'Auschwitz. Dans ces 2 camps, il a réussi à en ressortir, ce qui n'a pas été le cas de toute sa famille. Ses parents y sont morts et son épouse est morte. Et lui-même a vécu des camps profondément. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que il constate en fait, avec étonnement, dire que les plus robustes, qui étaient les plus dans l'action, etc., étaient les premiers à mourir, tandis que ceux qui paraissaient les plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Il dit, face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir, questionner le sens. Et c'est dans ces conditions absolument inhumaines, des camps de concentration, qu'il a commencé à élaborer. Alors, il avait commencé à travailler, évidemment, en tant que directeur de l'Institut de ce qu'on appelait qui dirigeait à Vienne, mais là, il a réorienté ses réflexions pour qu'il construise sa théorie qui s'appelle la logothérapie, qui est la théorie du sens de la vie. Alors, logothérapie, c'est la thérapie, c'est-à-dire c'est le fait de prendre soin, c'est le fait de pas uniquement de guérir. En grec, thérapeutein veut dire à la fois guérir, mais aussi prendre soin. Et c'est la question du logos. C'est-à-dire, le logos, vous savez, c'est ce terme en grec qui est difficile à traduire parce que ça veut à la fois dire la science, ça veut dire à la fois la parole, mais pas la parole des blablas et des discours que nous échangeons comme ça au quotidien. C'est la parole fondatrice, c'est une parole qui est une parole existentielle, vous voyez, c'est ça au fond, le logos. Et donc une parole qui va vraiment donner du sens, en fait. Et donc, il a fondé la logothérapie dans laquelle, au fond, il va essayer de tout faire pour permettre aux personnes de retrouver du sens au cœur même de leur souffrance. Oui, montrant par là que le sens est vraiment, j'allais dire, l'élément ultime, fondamental pour notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, en faisant mes recherches pour faire cette conférence, j'ai retrouvé un enregistrement qui a été passé sur France Inter de Viktor Frankl. Et je vais vous proposer de l'écouter. Alors, je crois, pour que je puisse faire ça, il faut que je partage mon écran en partageant le son, et je crois que j'ai oublié de mettre que je partageais le son tout à l'heure. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous le repartager en disant que je veux mettre le son. Je le fais tout de suite. Donc, vous me dites, a priori, si vous écoutez, si vous entendez. Voilà. Viktor Frankl, donc l'homme incontournable dans ce thème du sens donné à la vie. On va entendre sa voix qui avait été enregistrée en 1985 pour la télévision sud-africaine. Le facteur décisif, c'est la décision, la liberté de choix en dépit des conditions. Je veux agir librement comme un être responsable, c'est-à-dire comme un être humain, malgré les pires conditions. Songez à ceux qui ont vécu des années durant comme prisonniers dans des camps pendant la guerre. Il y a un corpus entier de littérature psychiatrique à ce sujet sur les camps de concentration. Ce que l'on doit faire savoir, c'est que les gens sont libres. Et si vous observez et étudiez la vie de ces gens avec un regard détaché de scientifique, vous voyez des êtres totalement déterminés et soumis à ces conditions sans voir la liberté et la responsabilité. La responsabilité d'eux-mêmes, la responsabilité de faire quelque chose. Le désespoir, c'est la souffrance dépourvue de sens. Tant qu'un individu ne peut trouver aucun sens à son désespoir, il sera certainement plongé dans la souffrance
voire poussé au suicide. Mais à l'instant où il voit un sens à son désespoir, il peut le transformer en accomplissement. Il peut transformer sa tragédie en triomphe personnel. Victor Frankel, donc l'homme incontournable dans ce thème du sens donné à la vie. On va entendre sa voix. Attendez, voilà, il m'a tout arrêté. Bon, alors je vais recommencer à repartager mon écran. Je vous prie de m'excuser. Je voulais juste vous partager ce que j'ai essayé de noter, si vous voulez, le texte, parce que je n'étais pas sûr que vous l'entendriez tous très bien. Donc là, je vais essayer d'arrêter. Voilà. Victor Frankel, donc l'homme incontournable dans ce thème du sens donné à la vie. On va entendre ça. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour Frankel, qui a vécu ça hein, lui-même, eh bien, le désespoir, c'est la souffrance dépourvue de sens. Et à partir du moment où on voit un sens au désespoir, à ce moment-là, on le transforme en accomplissement, dit Frankel. C'est très, très, très puissant, vous voyez. Et peu importe la question de quel sens je lui donne, vous voyez. C'est lui qui a inventé, c'est pas moi qui ai inventé la petite histoire de l'ombre projetée, etc. Hein. Moi, je n'ai pas inventé ça, je l'ai repris dans un de ses livres. Et vous voyez, c'est quelque chose de très, très, très fort et puissant, vous voyez. Ce qui compte, c'est que chacun en liberté et en responsabilité puisse se projeter dans un sens pour pouvoir, j'allais dire, vivre pleinement sa vie d'homme. Et donc, vous voyez, c'est important parce que pour nous, managers, il se pose la question de savoir comment je peux donner du sens. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, là, on est sur des choses qui concernent la vie et la mort. Il ne s'agit pas de dire que quand tout d'un coup je suis dans la direction financière de la mairie et que je vais créer le bilan de l'année prochaine, enfin de l'année qui vient de passer, je commence à me poser des questions de vie et de mort. Ce n'est pas le sujet. Mais le sujet est vraiment de revenir systématiquement à cette question qui est fondamentale, qui est la question du sens. Parce qu'elle est proprement humaine. Voilà. C'est ça que je cherchais en fait à vous partager comme point. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la question du management autour de cette question. Après ces fondamentaux, je vais vous parler de sens et de management. Alors, la première chose, management, ou en tout cas vie dans l'entreprise. La première chose, c'est que j'ai recherché évidemment pour cette conférence aussi des éléments. Je me suis aperçu que Deloitte avait fait un petit questionnaire et ils disent que 87% des personnes qu'ils ont interrogées accordent de l'importance au sens au travail. Il y a même 54% et plus d'une personne sur deux qui dit que la quête de sens a été le guide pour leur choix de métier. Et vous avez même 60% qui disent que le sens au travail, et ça c'est très intéressant, est important pour leurs organisations actuelles. C'est-à-dire qu'il y a encore peut-être 40% qui pensent que c'est pas important pour leurs organisations, mais quand même, moi j'ai trouvé que c'était beau parce qu'on pourrait s'imaginer que la question du sens, j'allais dire, les organisations, ceux qui pilotent les organisations s'en fichent. Ben non, pour 60% des gens interrogés, oui, c'est important pour mon organisation actuelle. Donc, je trouvais ça chouette. Alors après, ils ont reparti les réponses, mais c'est intéressant de voir, vous voyez, je vais prendre les 3 premières et puis les 2 dernières, parce que c'est celles qui ont le pourcentage de voix le plus important. Et le sens au travail est présent quand j'apprends des nouvelles choses dans un dossier spécifique, quand je suis en train d'apprendre quelque chose, quand je me nourris, quand je grandis, quand je montre à des collègues comment faire. Et il y a à la fois quelque chose qui est dans l'ordre de la satisfaction de savoir-faire, et en même temps, ça apporte de la reconnaissance. Quand je réalise un travail qui est difficile et qui est réussi, et tout à l'heure, je vous parlais de l'homme en tant qu'être de création et de production, et quand je réussis quelque chose, ça fait du sens. Et j'ai regardé les 2 derniers, vous voyez, c'est quand je suis remercié régulièrement pour ce que je fais de bien. Ça, c'est fondamental parce que beaucoup de gens, effectivement, ça disent, mais quand mon manager ne sait pas me remercier, eh ben, je perds du sens, en fait. Simplement savoir me dire bravo, savoir me dire merci, voilà. C'est des choses toutes bêtes, c'est des fondamentaux du management, mais je m'aperçois qu'ils sont un peu parfois oubliés. Je rencontre peu de managers qui soient vraiment des gens qui ne soient pas intéressés par l'humain.
Mais en gros, je reconnais que les managers sont souvent très préoccupés par leurs tâches qu'il y a à faire et ils finissent par oublier ces petits éléments-là. Et donc, c'est tout bête, mais se réintroduire, quand est-ce que j'ai dit merci à chacun de mes collaborateurs? Quand est-ce que j'ai dit bravo? Pas que de manière collective, mais de manière personnelle. Et, un tel, Jérôme, Anne-Cécile, Guillaume, je te remercie pour ça. Tu vois, ça, c'est important. Et puis, le dernier point, c'est quand j'interviens dans un conflit, je contribue à le résoudre, c'est l'homme être de lien qui veut pouvoir faire du lien. Ça, c'est important. Alors, je vais vous passer une petite vidéo de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek. Alors, je vous prie de m'excuser, c'est un conférencier en anglais. Alors, c'est sous-titré en bas. Voilà. Pour ceux qui sont en téléphone, ça va être plus compliqué pour avoir le sous-titre en direct live. Hein, mais... Donc, je vais vous le partager et vous pourrez regarder les sous-titres si vous maîtrisez pas trop bien la langue de Shakespeare, ce qui est aussi parfois mon cas. Voilà. Est-ce que vous entendez le son là? Est-ce que Kevin, est-ce que vous pouvez faire un geste si vous entendez? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh.
And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Alors, excusez-moi, je vais m'arrêter là parce que ça dure encore 15 minutes et je vois qu'il nous reste 12 minutes. Voilà. Donc, on va poursuivre. Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo. Je vous proposais peut-être de vous faire échanger, mais voilà. Vous voyez, ce qui est important à retenir, selon moi, c'est de dire que pour Sinek, vous voyez, le management classique, c'est je vais parler de ce que je fais, puis après je vais dire comment est-ce qu'il faut qu'on s'y prenne, puis enfin je vais expliquer le pourquoi. Et pour Sinek, en fait, il s'agit de complètement inverser finalement les choses en disant mais je vais partager d'abord ce en quoi je crois. D'abord, mais pourquoi on est là? Rappelons-nous, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble là à travailler ensemble? Ensuite, on va regarder, et peut-être même d'ailleurs que c'est pas moi le leader, c'est pas moi le manager, je vais vous dire comment on va faire pour y arriver, parce que vous êtes tout à fait capable de le faire. Maintenant, si vous avez besoin que je vous guide, etc., je peux vous dire comment on va y arriver. Et je vous dirai après quel est le résultat qu'on va obtenir. Mais d'abord, je vais partir de ce pourquoi nous sommes là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'ai découvert, je suis un ancien du privé, si vous voulez, j'ai découvert à quel point le
le service public, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Quand j'ai commencé il y a 15 ans à travailler pour les collectivités, oui, au départ, j'étais avec mes représentations sur les fonctionnaires, etc. Mais j'ai trouvé ça incroyable de rencontrer autant de gens qui avaient vraiment envie de servir le public. C'est extraordinaire. Alors, le problème, c'est que, ben oui, le mot service public était devenu presque une espèce de mot valise. On dit service public comme on dirait je ne sais pas quoi. Enfin, oui. Et dans lesquels, à un moment donné, les gens perdaient le sens de ce que ça voulait dire, parfois. Et donc, c'est vraiment important de revenir au sens de ce pourquoi nous sommes là, nous qui sommes dans la fonction publique. Quel est le sens aussi dans notre service, au service de quoi nous sommes? Et pourquoi? Parce que nous voulons quoi? Enfin, c'est quoi notre croyance collective, commune? Voilà. Alors, je voudrais vous donner, je me suis aperçu, parce que nous les coachs, on aime bien parler de sens, etc. La formation que j'ai suivie, Coach and Team, été créée par Vincent Lénart, et donc son bouquin s'appelle, un de ses bouquins s'appelle Les responsables porteurs de sens, on parle de sens, etc. Mais je me suis aperçu que c'était très compliqué de savoir comment on faisait pour donner du sens. Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, loin de là, ce serait très prétentieux, mais je vais vous proposer une petite démarche pour essayer d'aller un peu plus loin dans le fait de donner du sens à un certain nombre d'éléments, de demandes que vous faites à vos collaborateurs. Et au fond, pour ça, je propose de revenir au sens du mot sens. Qu'est-ce que c'est que le sens du mot sens? Le premier sens, c'est que le sens veut dire la signification. Quand on dit quel sens ça a, ça veut dire quelle est la signification de telle ou telle chose. Le deuxième point, c'est que c'est la direction. Dans quel sens doit-on aller? C'est où on doit aller. Quand on est sur la route, il y a même les sens interdits. Ça, on n'a pas le droit d'aller là, dans cette direction-là. Le troisième point, c'est le ressenti. C'est comme lorsque Sinek dit « je le sens ou je ne le sens pas, ça ». Là, qu'est-ce que je ressens dans la notion du sens? Et la quatrième signification du mot sens, ce sont les 5 sens. C'est le goût, c'est l'odorat, le toucher, etc. Des choses très concrètes. Voilà. Alors, donner du sens, comment faire quand on est manager, quand on est leader? Bien loin de moi la prétention de vous dire comment il faudrait faire et voilà, et vous avez qu'à appliquer une méthode et hop, tout sera fait, etc. Non. Mais en revanche, je vous propose voilà, une piste et puis vous en ferez ce que vous voudrez. La piste, c'est de dire, quand vous allez vous exprimer, que ce soit auprès de vos élus, que ce soit auprès de votre direction, que ce soit auprès de vos agents, peu importe, de vos collègues, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais aide l'autre à comprendre? Est-ce que ça aide à faire le lien avec les enjeux? Est-ce que j'arrive à permettre de comprendre ce qui est en jeu derrière ce que nous allons faire? Et ça, c'est un point qui est fondamental. Deuxième point, est-ce que ce que je dis ou je fais aide l'autre à se projeter, à faire un lien avec la vision, à aller au-delà de lui-même? Et ça s'enracine aussi dans la philosophie de l'homme telle que je vous la partageais tout à l'heure, sur cette question de l'aspiration et du désir. Troisième question, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais va aider mon interlocuteur à être touché? Et ça fera lien avec les valeurs, vous voyez. Est-ce que ça va lui permettre, c'est avec les valeurs et avec les émotions, bien sûr. Et puis, le quatrième point, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais va aider mon interlocuteur ou mes interlocuteurs à agir? Est-ce que ça va leur permettre d'agir? Ça, c'est pour faire le lien avec les ambitions dont je vais vous parler juste après. Parce que je m'aperçois, si vous voulez, que je suis intervenu souvent sur des questions de comment est-ce qu'on fait pour créer la vision, etc., comment on peut faire pour créer un projet de service, projet de direction, etc. Très bien. On arrive à faire des choses qui sont superbes. Mais très souvent, il y a quelque chose pour les agents, par exemple, qui fait qu'ils ne voient pas forcément très bien le lien entre ce qui a été créé là et leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là? Et donc, donner du sens, c'est permettre à l'autre de se dire, ça y est, je sais, je ressens, ça y est, quels sont les petits pas que je vais avoir à faire?
Alors, je continue parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes et puis on n'aura pas tout le temps. Je voudrais vous partager quelque chose que je viens d'évoquer sur la question de la vision. Parce qu'on parle souvent de vision et donc, voilà. Vincent Lénart a une très belle manière de présenter les choses. Moi, je vais vous en exposer une peut-être plus simple qui vient d'un cabinet qui s'appelle La Boétie Partners. Ce sont des anciens aussi de Coach & Team, entre autres, et qui ont beaucoup travaillé pour essayer de simplifier ce que c'était que la vision, pour la rendre plus opérationnelle, plus facile à traduire hein, dans le quotidien. Alors, pour La Boétie Partners, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vision, c'est comme un arbre. Les racines de l'arbre, c'est la raison d'être. Parce que la vision, c'est une réponse, vous voyez, qui doit être à la fois sincère, cohérente à la question de qu'est-ce qu'on veut être vraiment. Et donc, le premier point, c'est l'enracinement. D'où l'on vient? Quelle est notre raison d'être là? Pourquoi nous sommes là? Nous, direction de l'urbanisme, nous, direction de la finance, nous, direction de la... Pourquoi nous sommes là? À quoi nous servons? Pour qui nous travaillons? Au service de qui sommes-nous? Et donc, si nous sommes au service de tel et tel et tel, au fond, qu'est-ce qu'ils attendent? D'ailleurs, ça nécessite souvent, quand on travaille sur la raison d'être, d'aller écouter ceux pour lesquels on va travailler. Donc, c'est ce pourquoi et ce CEX pour qui nous existons. Ça, c'est la raison d'être. Et cette raison d'être, elle a ses racines et elle est nourrie par ce que nous apportons, chacun d'entre nous, à la raison d'être de notre collectif. Vous voyez, que ce soit un collectif, une direction, un service, etc. Et donc, ça, ce sont les valeurs. Et les valeurs, ce sont des choses qui sont à la fois des choses dans lesquelles on se projette, les valeurs qu'on aimerait bien vivre, mais c'est aussi les valeurs que l'on vit en réel. Combien on voit d'entreprises, par exemple, qui affichent des belles valeurs, mais quand on va interroger les salariés, ce n'est pas du tout ce qui est vécu. Il vaut mieux, dans tout ce qu'on vit, à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu positif, mais je fais exprès de dire un peu, c'est qu'il y a des valeurs positives quelque part. Alors, plutôt que de vouloir se projeter dans des valeurs qui sont complètement simplement théoriques, etc., regardons d'où nous partons. Regardons ce qui nous fait agir, ce qui est important pour nous. Peut-être que ce qui est important pour nous, c'est la réactivité, c'est la rapidité, parce qu'on a été fabriqué comme ça par plusieurs directeurs généraux. Bon, très bien. Alors, peut-être qu'à côté de ça, il y a quelque chose sur le respect de la personne et le respect du temps de la vie personnelle qui n'est pas tout à fait adapté. Alors, peut-être qu'on a envie de développer la valeur du respect des personnes à travers le respect du temps. Et on regardera comment on fait pour pouvoir être à la fois dans les valeurs de réactivité et en même temps de respect. Donc, on va se dire quand est-ce qu'on doit être réactif et quand est-ce que ce n'est pas nécessaire, plutôt que de se laisser simplement guider par « oui, il faut répondre tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout le temps, partout ». Voilà. Et puis, le dernier point, c'est les branches, et si vous voulez, c'est le feuillage de l'arbre. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? C'est ce que la Boétie Partners appelle les ambitions. Qu'est-ce que nous voulons avoir réussi? Et ça, le qu'est-ce que nous voulons avoir réussi se traduit de deux manières. Il y a deux grandes branches, si je puis dire, qui font des fleurs et des feuilles. C'est la branche de l'être et la branche du faire. Qu'est-ce que nous voulons avoir réussi? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons être dans 5 ans? Par exemple, on aimerait être reconnu pour quoi? Parce qu'on est des gens qui, ceci, cela, etc. Et qu'est-ce qu'on voudrait avoir réussi en termes de faire? On aimerait avoir mis en place ça. On voudrait avoir tel retour de la part de nos usagers, de nos collègues, de nos clients, je ne sais pas, vous voyez? C'est ça. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps est compté, sauf si vous m'accordez plus de temps, mais je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai presque couvert la totalité de ce que je voulais vous dire. Peut-être que si vous acceptez qu'on prenne encore 5 minutes, on peut peut-être avoir un petit temps d'échange de questions-réponses. Voilà. N'hésitez pas à désactiver votre micro pour parler. Parfois, on oublie qu'on était en mode muet.
Je voyais dans le chat que Claire faisait référence à Vincent Lenhart. Oui. Et vous, Guillaume, vous disiez que vous en avez parlé un petit peu. Oui. Comment ce lien se fait, justement? Alors, Vincent Lenhart, c'est un HEC qui est parti se former à la thérapie en analyse transactionnelle aux États-Unis, qui est revenu en France. Il a été thérapeute pendant 10 ans, puis après, il voulait revenir un peu vers les entreprises, les organisations. Et il a installé, donc il y a 34 ans maintenant, ou 33 ans, il a commencé, peut-être même plus, il a été un des premiers à introduire le coaching en France. Et il a écrit beaucoup de livres et il a développé une formation un peu singulière, très marquée avec peu d'outils, avec un certain nombre d'outils qu'il a développés, certains qui viennent de l'analyse transactionnelle, et il a développé surtout une manière d'être en coaching qui fasse droit à l'identité très profondément, qui n'est pas trop centrée sur le côté, sur le geste purement technique immédiat, mais sur l'accueil de la personne dans son intégralité et écouter la totalité de la personne. Voilà. Et donc, il a créé une école après de formation qui s'appelle Transformance Pros. Il y a eu d'autres écoles qui se sont créées, qui ont été validées, certifiées par lui. Et on a la chance à Grenoble d'en avoir une, elle s'appelle Didascalis. Et Didascalis a développé à côté de ça une formation très inspirée par ces principes-là, mais centrée plutôt sur l'intelligence collective. L'animation, voilà, ça s'appelle les facilitateurs d'intelligence collective. On peut suivre chez Didascalis, je crois qu'au département, il y a plusieurs personnes qui ont suivi cette formation. Voilà. Et donc Vincent Lenhart a écrit pas mal de bouquins et c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Pardon, Marie-Christine voulait parler, il faut enlever votre micro, Marie-Christine. Oui, est-ce que faut le mettre. est-ce qu'en 5 minutes, vous pourriez nous parler de résilience? Ça serait possible? Vous aviez préparé quelque chose? Oui, j'avais préparé quelque chose. Alors, est-ce que vous acceptez que je prenne, qu'on se donne encore peut-être 7-8 minutes, qu'on arrête vers moins 20, ça vous va? Oui. Pour moi, oui, mais il faut demander aux organisatrices, je ne sais pas si… Est-ce que c'est OK pour vous? Pour moi, bien sûr. On voit que plusieurs personnes disent OK. Après, je pense que si des personnes ont des obligations et doivent quitter la séance, ils peuvent tout à fait et on continue à être en échange avec vous, Guillaume. Voilà. Alors, s'il y en a d'entre vous, évidemment, qui ont une obligation, etc., n'hésitez pas à partir. Je serais heureux d'avoir un retour pour que vous puissiez me dire, vous voyez, ça m'aide aussi à me positionner. Hein. On a tous besoin de feedback. Hein, voilà. Et donc, n'hésitez pas à me faire dans la conversation un petit retour, soit positif ou négatif, ou critique, ou je ne sais pas quoi. Je suis très preneur, en fait. Voilà. Alors, je vais vous partager effectivement ce que j'avais prévu de vous présenter sur la résilience. Alors, quand j'ai discuté avec Magali, elle m'a parlé de résilience. Je lui ai dit que moi, dans les entreprises privées, j'interviens beaucoup chez Michelin, chez d'autres, je n'ai pas du tout entendu le mot résilience. J'en ai entendu un tout petit peu dans la sphère publique, tout petit peu, mais très peu. Alors, je suis quand même allé regarder. Voilà. Alors, quelques pistes. Je ne suis pas un expert de la résilience. Après, j'ai échangé avec des collègues coachs, etc. Et je me suis aperçu que certains faisaient un lien entre robustesse et résilience. Mais moi, je leur disais, bah, tiens, dans ma vision à moi, robustesse et résilience, ce n'est pas la même chose. Vous voyez. Donc, je vois que c'est un mot qui est tout récent. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour avoir creusé pour la conférence. Je ne suis pas un grand expert, mais quelques pistes. En fait, quelle définition de la résilience? Alors, je suis allé regarder. En fait, il y a plusieurs définitions. Dans la physique, hein, quand on parle de la science physique, c'est la valeur qui caractérise la résistance au choc d'un métal. Là, on serait plutôt dans une logique de robustesse. En psychologie, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Hein, et c'est là-dessus que, par exemple, on a beaucoup entendu parler de Boris Cyrulnik, hein, qui a beaucoup partagé sur cette question de résilience. Quand on est en termes d'écologie, c'est la capacité d'un écosystème, d'une espèce par exemple, à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Il y a un événement exceptionnel lorsque toute une espèce, par exemple, a été très traumatisée, etc., et qu'il y a un nouvel état d'équilibre, on va appeler ça résilience en termes d'écologie. Et puis enfin, en informatique, et oui, parce que ce mot est utilisé aussi dans la sphère informatique, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit bien ce qui se dessine à travers ça. J'ai essayé, moi, de le traduire par 4 mots. Vous voyez,
c'est quand il y a un choc, c'est à la fois la capacité d'affronter le choc, c'est à la fois la capacité de s'adapter par rapport au choc et à la fois la capacité de retrouver un équilibre post-choc. C'est ça, me semble-t-il, à travers ce que j'ai pu repérer, vous voyez, comme définition, à travers mes recherches. Voilà. Alors, il y a quelques pistes, vous voyez, que j'ai pu repérer. Ce ne sont pas des choses que j'ai pu... tout ce qui est avant, je peux vous parler d'expérience, de vision, dans plein d'endroits, etc. Là, c'est de la recherche, vous voyez, c'est pas, enfin, c'est de la recherche, c'est pas des choses que j'ai expérimentées forcément. Là, peut-être, ce que j'ai retrouvé, oui, c'est les pistes d'action, c'est identifier la nature du choc. Est-ce que c'est une crise passagère ou est-ce que c'est une crise transformante, par exemple? Vous voyez, typiquement, là, pour le coup, j'ai fait faire avec une équipe de direction d'une grosse usine, je leur ai fait faire ce travail-là. Au fond, ce que nous vivons aujourd'hui en termes de Covid, etc., est-ce qu'il y a un continuum dans lequel tout d'un coup il y a une rupture? Donc, on fait tout ce qu'il faut pour revenir et après on va repartir sur le continuum. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire changer d'univers? C'est très difficile de savoir ça. Mais évidemment, on ne peut pas le savoir, on ne peut jamais le savoir avant coup, si vous voulez. Mais ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir pour savoir comment on doit réagir dans la durée. Vous voyez? Parce que quand il y a le choc, bon, je réagis au choc, hein, je fais une cellule de crise, etc. Mais comment est-ce que je me prépare à ce qui va arriver? Et donc, ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir. Et quand bien même on n'a pas raison, derrière le sens que je vais donner à ce qui se passe là, eh bien, je vais chercher à dire dans quoi je vais me projeter. Et donc, dans quoi je vais embarquer mon collectif ou le reste de mon équipe ou de mes équipes. Voilà. Donc, identifier la nature du choc, c'est quelque chose qui me paraît important. Alors, j'ai écrit là sur le thème variation homéostatique ou rupture de système. Alors ça fait référence à la systémie. La systémie dit en gros, j'essaie de faire très 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 simple, parce qu'il me reste une minute, que, on va dire, tant que vous êtes entre deux seuils, vous pouvez avoir des variations de choses dans un système, il peut y avoir des variations, mais vous allez revenir en général à un état d'équilibre. Alors, par exemple, le bon exemple, c'est si vous avez de la température, que vous montez à un certain niveau, à un moment donné, vous allez faire des choses qui vont faire revenir au niveau de température habituel. Ou si tout à coup votre température baisse, vous allez revenir. Et tout ça, vous êtes vivant. Si à un moment donné, votre niveau de température passe un certain seuil, il va y avoir un changement complet de système. Et vous allez peut-être soit mourir, soit passer encore dans une espèce de léthargie, etc., complet. Et donc, à ce moment-là, on parle de changement de niveau 2. C'est une rupture de système. C'est-à-dire qu'en fait, on change de système. Et on n'est pas dans une variation au cœur du système, qui s'appelle une variation homéostatique. Donc, deuxième piste, c'est affronter, gérer la crise, évidemment. Et la troisième piste que j'ai pu travailler, enfin regarder, c'est vérifier quels sont les fondamentaux du sens. Comment la vision, les valeurs, l'ambition, ce dont je vous ai parlé avant, les relations, etc., comment le sentiment de sécurité ont été impactés. Et qu'est-ce qu'il faut reconstruire de ce point de vue? Est-ce qu'il faut reconstruire des choses? Est-ce qu'il faut renouveler des choses? Et puis, mettre en place des protocoles d'accompagnement du changement. Alors, par exemple, ce que j'ai pu identifier, c'est la défense-protection. Quel système de protection il faudrait qu'on mette en place? L'équilibre face aux tensions. Je vais très vite parce qu'il nous reste une minute encore. J'arrête pas de dire une minute, ça va faire beaucoup de minutes à la fin. L'équilibre face aux... Comment on prend du champ, de la hauteur, de la distance pour ramener un équilibre dans l'attention et ne pas survaloriser l'attention. Si je concentre toute mon attention sur l'attention qui est là et que je ne cherche pas à la regarder avec une prise de hauteur, je risque de me faire complètement obnubilé par cette tension, vous voyez, cette prise. L'engagement défi, c'est est-ce qu'il faut projeter les équipes dans un nouveau défi, vous voyez, bon. La relance, après avoir fait le constat partagé de ce qui a été endommagé, comment s'organiser pour reconstruire. L'évaluation. L'évaluation, c'est au sens de quelle valeur donnée à ce qui a été vécu. Vous voyez. Comment on peut trouver de la valeur? J'ai fait une expérience avec
tout un grand collectif d'une grosse entreprise là, de la région Rhône-Alpes, où on a posé les questions aux gens qui avaient besoin de repartir, vous voyez, et donc on était dans des Zooms comme ça, il y avait un coach par personne, on était 50, voilà, il y avait 10 coachs qui étaient là. Et aux personnes, on leur a demandé de parler de ce qu'ils avaient vécu dans le confinement, et après on leur a dit, OK, si quelqu'un te disait, bah, toi au moins tu as eu de la chance dans ton confinement, ce serait sur quoi, vous voyez? Et donc, quelle est la valeur que ça a eu quand même, vous voyez, ce que j'ai vécu, vous voyez, voilà. Alors, il y a des gens qui arrivaient à trouver, et il y a des gens qui n'arrivaient pas à trouver, bien sûr. Hein, mais essayez de repartir dans cette mettre de la valeur, regarder de la hauteur. La signification évaluation, prendre du temps pour verbaliser, faire advenir au sens ce qui a été vécu collectivement. La positivité de soi, c'est travailler les différentes formes de reconnaissance, de considération, de positivité. Par exemple, en allant chercher dans l'appreciative inquiry. Voilà. Et puis, il y a la création. C'est quelles sont les zones de souplesse, de création, de créativité possibles au cœur de cette souffrance, au cœur de cette crise. Voilà. J'en ai fini là, je crois, avec la résilience. J'espère que ça répondait à vos questions, Marie-Christine. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'était très rapide, je suis désolé. Mais... Non, mais merci. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que j'ai dû pendant 1 minute me décaler sur un mail que je recevais. Il y a Geneviève qui disait que c'était différent de revenir à la normale ou de revenir comme avant, par exemple. Tout à fait, c'est intéressant. Bon. Sinon, bah, écoutez, on se quitte comme ça. Est-ce que ce que je serais heureux, c'est si vous pouvez faire peut-être un petit geste pour me dire soit c'était super, soit c'était moyen, je me dirais tiens, qu'est-ce qu'il faut changer, puis soit je n'ai pas aimé, et ça me va très bien aussi. Hein. Voilà. Peut-être avec les gestes. On fait les pouces. Bon, très bien. Ce qui est bien aussi sur Zoom, c'est qu'on peut également applaudir en virtuel. Si on veut. C'est ça. Alors, c'est en bas de votre écran, ça, c'est les réactions. C'est ces petits boutons qui s'appellent réactions. Mettre des... Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et puis bonne continuation, et peut-être qu'on se croisera, je ne sais pas, mais en tout cas, bonne continuation et bon courage à vous, parce que je pense que vous avez une place importante dans la vie française aujourd'hui. Hein, vraiment. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci. J'espère que ça vous aura. À bientôt.